Nous sommes sous l'empire d'une constitution qui a été donc ratifiée par les Français en 1958, le 4 octobre 1958. Et cette constitution, comme le montre ce petit photomontage, est en fait en train d'être passée, a été passée au broyeur, sans que les Français ne s'en rendent compte. Eh bien, nous ne sommes plus en fait en République. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle il y a un malaise dans la société française, c'est que les Français se rendent quand même compte que nos institutions ne sont plus exactement comme avant. C'est ce que l'on va voir au cours de cette conférence. La Constitution de la Ve République, de la République actuelle, commence par un préambule. Ce préambule, les textes que je vous dirai de notre Constitution sont issus de la énième réforme qui a eu lieu, en l'espèce celle du 23 juillet 2008, qui a été voulue par Nicolas Sarkozy. Le préambule dit « Le peuple français proclame solennellement son attachement aux droits de l'homme et aux principes de la souveraineté nationale tels qu'ils ont été définis par la Déclaration de 1789. » Alors, déjà, ça mériterait déjà qu'on s'y arrête, puisque le peuple français proclame solennellement son attachement aux principes de la souveraineté nationale. Or, lorsque dans une conversation, comme à la télévision, à la radio, quand on parle de souveraineté nationale, c'est tout juste si on ne se fait pas traiter des fascistes, d'extrême droite, si on dit « vous êtes des souverainistes », on est traité plus bas que terre, alors que c'est quand même dans la première phrase, dans le préambule de notre Constitution. Au passage, d'ailleurs, je signale que l'UPR, qui refuse de se positionner à droite ou à gauche, qui n'accepte de se comparer qu'au Conseil national de la résistance, puisque nous regroupons des Français venus de tous les horizons, nous refusons quelque affiliation politique que ce soit. Certains disent vous êtes gaulliste. Non, moi personnellement j'aime bien, je considère en tout cas que De Gaulle a été un des grands chefs d'État, un grand stratège français au XXe siècle, qu'il a fait des erreurs, mais je sais qu'à l'UPR il y a des gens qui n'aiment pas du tout De Gaulle, donc notre mouvement ne se proclame pas gaulliste, il refuse encore plus de se proclamer souverainiste. Nous ne sommes pas des souverainistes. D'abord parce que les souverainistes sont des gens qui, comme disait De Gaulle, ne savent pas ce qu'ils veulent, ils ne veulent pas ce qu'ils savent, puisqu'ils critiquent l'Europe, mais il n'est jamais question pour eux d'en sortir. Donc ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est que pour nous, souverainistes, c'est, comment dirais-je, considérer comme relatif ce qui est un absolu. La souveraineté nationale, c'est un des principaux droits de l'homme. C'est d'ailleurs un principe qui a été reconnu au niveau mondial, avec le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, par les pactes des Nations Unies, le pacte des droits civils et politiques des peuples du monde, qui a été adopté par acclamation le 16 décembre 1966 par l'Assemblée générale de l'Organisation des Nations Unies. Donc, pour nous, souveraineté nationale, c'est un absolu, et on n'a pas à mettre un « ist ». Parce que le « ist » ou le « isme », c'est toujours péjoratif. Enfin, pas toujours, mais très souvent péjoratif. Voilà. Donc, de la même façon qu'on ne dirait pas « vous êtes un libertiste », parce qu'on serait pour la liberté. On dit d'ailleurs, il y a des gens qui disent « vous êtes des droits de l'hommistes » ou le droit de l'hommisme. Vous voyez, c'est une perversion quand on ajoute un « ist » ou un « isme ». Nous, on n'est pas souverainistes. Nous, on est pour la libération nationale et la souveraineté du peuple français. Alors, il est question, comme vous le voyez dans la première phrase de la déclaration de 1789, de la fameuse Déclaration des droits de l'homme. Et pour les constitutionnalistes, il y en a peut-être parmi vous, ou en tout cas des étudiants qui étudient le droit constitutionnel, vous savez que cette référence à la déclaration de 1789, également d'ailleurs au préambule de la Constitution de 1946, cette référence à la déclaration de 1789 constitue ce que les constitutionnalistes appellent le bloc de constitutionnalité, ce qui signifie que la Déclaration des droits de l'homme de 1789 a la même valeur constitutionnelle en France, c'est-à-dire la valeur suprême, que la Constitution de la Ve République. C'est la raison pour laquelle il est donc intéressant de se rappeler ce qu'est cette Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, qui compte 17 articles, et de les examiner minutieusement, puisqu'ils ont valeur constitutionnelle en France, du fait de cette notion de bloc de constitutionnalité. Alors je ne vais pas regarder les 17 articles avec vous, qui n'ont pas tous la même pertinence pour le propos qui est le mien, mais enfin, je voudrais quand même vous rappeler comment ça commence, cette Déclaration des droits de l'homme.
les représentants du peuple français constitués en Assemblée nationale, comme nous sommes en 1789, considérant que l'ignorance, l'oubli ou le mépris des droits de l'homme sont les seules causes des malheurs publics et de la corruption des gouvernements. C'est très fort. Hein. Les malheurs publics, on y est. La France de 2013, c'est le malheur public. La corruption des gouvernements, on y est aussi. Eh bien, la seule cause, c'est l'ignorance, l'oubli ou le mépris des droits de l'homme. Nous y sommes. C'est la raison pour laquelle il est très important de se rappeler quels sont ces droits de l'homme. Et nous ne devons ni les ignorer, ni les oublier, ni les mépriser. Parce qu'une façon très suave d'établir au XXIe siècle une dictature, c'est de tourner ça à la rigolade. Hein. Oh oui, oh, c'est des vieilles lunes. Ça fait partie de l'installation de la dictature. Et ce que disaient nos aïeux, c'était afin que les actes du pouvoir législatif et ceux du pouvoir exécutif pouvant être comparés à chaque instant avec le but de toute institution politique. Ça, c'est très important aussi, cette phrase. Ça veut dire que les actes des députés ou les actes du gouvernement ou du président de la République doivent être à tout moment comparés avec le but de ce qu'est une institution politique, qui est justement d'assurer les droits de l'homme. C'est donc la raison pour laquelle tout ceci, afin que les réclamations des citoyens fondées désormais sur les principes stables et incontestables, tournent toujours au maintien de la Constitution et au bonheur de tous. Donc le bonheur de tous, la lutte contre les malheurs publics et la corruption des gouvernements, eh bien, passe nécessairement par le rappel, la mémorisation, l'acceptation et la promotion des droits de l'homme tels qu'ils vont être définis ensuite. Et on doit à tout instant comparer ce que font nos députés, nos gouvernements, notre président de la République par rapport à ces droits de l'homme. Alors, je vais en prendre les articles qui me paraissent les plus importants pour mon propos. L'article 2. Le but de toute association politique est la conservation des droits naturels et imprescriptibles de l'homme. Ces droits sont la liberté, la propriété, la sûreté et la résistance à l'oppression. Donc, nous avons comme droit de l'homme, c'est la résistance à l'oppression. Article 2. L'article 3, le principe de toute souveraineté réside essentiellement dans la nation. Nul corps, nul individu ne peut exercer d'autorité qu'il en émane expressément. C'est très grave, c'est très important, c'est fondamental. Ça veut dire qu'en particulier le corps législatif, qui n'est qu'une petite partie de la nation, n'a pas le droit d'exercer une autorité qui n'émane pas expressément de la nation. A fortiori, n'a-t-il pas le droit de modifier le résultat d'un référendum? Ce qui signifie que depuis le référendum du 29 mai 2005, où la nation française a voté non à 55% à la Constitution européenne, la poursuite, malgré ce vote, de la construction européenne viole l'article 3 de la Déclaration des droits de l'homme de 1789. Je suis désolé de le dire, mais nous sommes d'ores et déjà dans un pays qui n'est plus sous le régime de la Déclaration des droits de l'homme, et d'ailleurs donc que nous ne sommes déjà plus en République. J'insiste sur cet aspect des choses parce que les européistes sont toujours gênés quand on leur parle de ce qui s'est passé le 29 mai 2005. Il y a eu 55% des Français, dont peut-être une partie d'entre vous, à mon avis d'ailleurs une bonne partie, mais pas forcément tous, parce que nous avons à l'UPR, il y a, même parmi certains de nos délégués départementaux, des personnes qui ont voté oui à la Constitution européenne, mais tout le monde a le droit de se tromper. Qui ne s'est pas trompé? Vous savez ce que disait Confucius, la seule véritable erreur, c'est de ne pas reconnaître ses erreurs. Donc, on a le droit de se tromper, mais désormais, le fait que 55% des Français aient voté non et que néanmoins le corps législatif, c'est-à-dire quelques dizaines, quelques centaines de sénateurs et députés, à peu près 800, aient avalisé le traité de Lisbonne dans le dos des Français, d'ailleurs avec une parfaite connivence droite-gauche, il ne faut pas se leurrer sur le sujet, eh bien cela viole l'article 3 parce que ça veut dire que ce corps a exercé une autorité qui n'émanait pas expressément de la nation, puisque lorsque vous élisez vos députés et vos sénateurs, vous les élisez sur des sujets qui n'ont rien à voir avec l'Europe.
On vote à droite, on vote à gauche, voilà. L'article 6 de la Déclaration de 1789 nous dit « La loi est l'expression de la volonté générale. Tous les citoyens ont le droit de concourir personnellement ou par leurs représentants à sa formation. Elle doit être la même pour tous, soit qu'elle protège, soit qu'elle punisse. » Ça veut dire quoi? Tous les citoyens ont le droit de concourir personnellement ou par leurs représentants. Par leurs représentants, c'est la forme naturelle par des lois votées par des députés, mais personnellement, ça veut dire par référendum. Or, je rappelle que le référendum est quasiment en train de tomber en désuétude en France. Je rappellerai d'ailleurs à la fin de cette conférence que nous sommes en faveur de développer le système référendaire pour lui ôter ce parfum un petit peu, comment dirais-je, de plébiscitaire qu'il a acquis en France depuis Napoléon Ier et Napoléon III, donc il a un peu mauvaise presse. Nous considérons que si l'on regarde par exemple la Suisse ou la Californie, ce sont des États, en tout cas la Suisse, où il y a de très nombreux référendums, où on pose beaucoup de questions aux gens, et si vous faites régulièrement des référendums et où on pose pas mal de questions aux gens, écoutez, ça perd de son parfum plébiscitaire. Nous sommes également, je reviendrai tout à l'heure, en faveur du référendum d'initiative populaire, puisqu'il est tout à fait normal que l'on considère qu'une majorité, s'il y a un nombre X de dizaines de milliers de signatures de citoyens qui veulent qu'il y ait un référendum, il est normal qu'on tienne un référendum. Sinon, ça veut dire qu'on considère que le peuple doit être tenu en tutelle, sous tutelle, comme un mineur. Alors, par ailleurs, tous les citoyens étant égaux à ses yeux sont également admissibles à toute dignité, place et emploi public selon leurs capacités et sans autre distinction que celle de leur vertu et de leur talent. Pourquoi nos aïeux ont écrit ça en 1789? C'était justement pour lutter contre le fait que, vous savez, les emplois publics, comme on disait, étaient réservés à l'aristocratie. Donc c'était une question de naissance. Mais il y avait aussi la bourgeoisie qui pouvait y avoir un petit peu accès du fait de ce qu'on appelait la vénalité des charges, la vénalité des offices, qui avait été créée, c'est une longue histoire, par Charles VII, bien à la fin de la guerre de 100 ans, mais qui avait connu un développement considérable sous Louis XIV, Louis XV et Louis XVI. Pour essayer de financer le budget, on vendait aux plus offrants la charge de l'équivalent de trésorier payeur général ou ce genre de choses. Alors ça avait été donc condamné formellement, et c'est le principe des concours administratifs, de repérer les vertus et leurs talents. Alors, en particulier, le népotisme. Vous savez ce que ça veut dire, le népotisme? Ça vient de népos, le neveu. C'est un mot qui est apparu à la Renaissance lorsque les papes du style Alexandre Borgia nommaient cardinaux leurs neveux quand il ne s'agissait pas de leurs enfants, purement et simplement. Donc le népotisme fait des ravages dans la société française contemporaine. Et ce népotisme, le président de la République qui s'arrange pour que son fils prenne une présidence d'un établissement public, vous vous rappelez, ça a fait scandale, ça ne s'est pas fait finalement, qui s'arrange pour qu'il soit élu au Conseil général. Et si vous prenez d'ailleurs l'ensemble du spectre politique français, on est quand même sidéré. Le Front National est une SARL, vous avez le père fondateur, la fille, le gendre, la petite fille, bientôt la belle-mère, le grand-père, etc. Enfin, c'est dingue. Mais c'est pareil ailleurs. Dans le Parti Socialiste, vous avez M. Jacques Delors, avec sa fille Martine Aubry, avec sa petite fille Clémentine Aubry, et puis vous avez José Bové avec Marie Bové, et puis vous avez François Hollande, Ségolène Royal, leur fils Thomas Hollande, et puis vous avez au Parti communiste M. Pierre Laurent, qui est le fils de Paul Laurent, etc., etc. C'est affreux. Je me flatte d'abord d'avoir créé moi-même à partir de zéro l'Union populaire républicaine, et qu'il n'y a chez nous aucun fils d'archevêque. D'ailleurs, je renvoie à notre programme pour toute une série de moralisations sur ces questions. En attendant, ce népotisme viole la Déclaration des droits de l'homme, en particulier l'article 6. L'article 10. Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leur manifestation ne trouble pas l'ordre public établi par la loi. L'article 11. La libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l'homme. Tout citoyen
peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre de l'abus de cette liberté dans les cas déterminés par la loi. Alors je suis désolé, mais à mon avis, les sanctions administratives ou professionnelles qui frappent tous ceux qui ne sont pas d'accord avec le dogme euro-atlantiste, j'en sais quelque chose. J'ai été mis dans un placard administratif pour avoir notamment transmis un dossier qui s'appelait « Le basculement du monde » où j'expliquais en 2004 que, 1, les États-Unis étaient au bord de la faillite, bien plus endettés que la France, que 2, nous allions vers une crise économique systémique, que 3, il y avait un accord secret Washington-Pékin qui permettait en fait c'était « je te tiens, tu me tiens » par la barbichette entre la Chine et les États-Unis, et que 4, la variable d'ajustement mondial du déficit de la balance des paiements courants américaine, c'était en fait la monnaie européenne, et qui allait monter et qui allait causer des problèmes de plus en plus importants jusqu'à l'explosion finale de cette monnaie. En 2004, le moins qu'on puisse dire, c'est que 9 ans après, ce dossier a été, quand même, c'est un gros dossier de 100 pages, a été très largement confirmé par les événements. En tout cas, c'est quand même ceci qui a fait que l'on a brisé ma carrière administrative. J'insiste aussi sur le fait que le verrouillage médiatique, alors ça, nos aïeux de 1789 ne pouvaient pas vraiment le prévoir, le verrouillage médiatique, qui actuellement, effectivement, les gens peuvent écrire et imprimer librement, en gros, mais ils n'ont accès à aucun moyen de diffusion de masse. Donc c'est une interdiction de facto. On interdit de facto la diffusion au plus grand nombre et donc la connaissance des idées qui sont contraires au dogme euro-atlantiste. Donc actuellement, nous sommes dans une situation qui viole de facto les articles 10 et 11 de la Déclaration des droits de l'homme de 1789. Je le signale parce que certains me disent parfois « oui, mais les Français ont choisi, les Français ont voté oui à Maastricht ». Rappelez-vous, je renvoie au livre de Serge Alimi, Les nouveaux chiens de garde, rappelez-vous comment, enfin je le dis notamment pour ceux les plus jeunes qui n'en avaient pas conscience ou qui n'étaient pas nés à l'époque, ce référendum a été une escroquerie. On faisait débattre à la télévision, sur toutes les radios, des gens dits de droite et des gens dits de gauche qui s'opposaient mais qui appelaient les uns et les autres à voter oui. Il n'y avait pas de débat entre les partisans du oui et les partisans du non. Il y avait des débats entre les partisans du oui et les partisans du oui. Je rappelle également que les gens disent « oui, mais les Français ont voté Sarkozy ». Et là, les Français ont voté Hollande. Mais les Français, ils ont voté quoi? Ils ont voté en fonction de ce qu'on leur a présenté à la télévision. C'est comme lorsque vous allez, je ne sais pas, imaginez que vous vouliez acheter, qu'est-ce que je pourrais dire, une bouteille d'un alcool étranger. Vous voulez acheter une bouteille de saké, par exemple. Bon, il est 8 heures du soir à Toulouse, vous sortez, vous ne trouvez pas de saké. Peut-être qu'on trouve du saké, j'en sais rien. Bref, imaginons, vous allez dans un grand magasin, il n'y a pas de saké. Mais qu'est-ce que vous faites? Vous êtes obligé d'acheter ce que vous trouvez. S'il n'y a pas, si c'est pas c'est tous les problèmes de la distribution. Les gens qui ont fait un peu de marketing ou qui s'intéressent à la distribution le savent. On ne peut pas acheter quelque chose qui n'est pas distribué. Voilà. Donc, qu'est-ce qui s'est passé comment dirais-je, en France? J'y reviendrai tout à l'heure, par exemple, aux dernières élections, mais il y avait des candidats, j'en étais un, qui n'a pas été mis en rayon. Ben voilà. Alors après on dit, mais les Français ont choisi. Ben oui, tiens, oui, moi je voulais du saké. Ah ben non, vous avez acheté une bouteille de martini. Ben oui, j'ai acheté la bouteille de martini parce qu'il n'y avait que ça. L'article 14. Tous les citoyens ont le droit de constater par eux-mêmes ou par leurs représentants la nécessité de la contribution publique, c'est-à-dire des impôts, d'en suivre l'emploi et d'en déterminer la quotité, l'assiette, le recouvrement et la durée. Je suis désolé, mais les grandes orientations de politique économique, les GOPE, qui sont fixées aux États par la Commission européenne en vertu de l'article 121 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne notamment, de même que le pacte budgétaire européen, dont le titre exact c'est Traité sur la stabilité, la coordination et la gouvernance, vous savez, le fameux TSCG. M. Hollande s'est fait élire en disant « je vais, comment dirais-je, modifier le TSCG ». Il n'a évidemment rien modifié du tout, conformément d'ailleurs à ce qu'on avait dit, parce qu'il n'en a pas le pouvoir.
Il faudrait qu'il ait l'ascendant sur 26 autres chefs d'État et de gouvernement pour les amener à faire comme il le souhaite. C'est évidemment exclu. Quant à l'ascendant de M. Hollande, bon. Ce pacte budgétaire revient très exactement à imposer au peuple d'Europe, en particulier au peuple français, une contribution publique, c'est-à-dire des impôts, qui sont préétablis, avec notamment la règle d'or, l'interdiction du déficit budgétaire, les utilisations, n'est-ce pas? Tout ceci est fixé par des institutions ni françaises, ni élues par qui que ce soit. Eh bien, ça viole l'article 14 de la Déclaration des droits de l'homme de 1789, qui mettait que les citoyens avaient le droit de constater par eux-mêmes ou par leurs représentants la nécessité de la contribution publique, de la consentir librement. Les Français ne l'ont pas consenti librement. L'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme, vous voyez qu'enfin, quand même, toute notre Déclaration des droits de l'homme est piétinée. L'article 16, toute société dans laquelle la garantie des droits n'est pas assurée ni la séparation des pouvoirs déterminée n'a point de constitution. Alors ça fait référence, pour ceux qui connaissent l'histoire, notamment l'histoire de la pensée politique, hein, à la fameuse théorie de la séparation des pouvoirs de Montesquieu, le baron Montesquieu, vers 1744. Je suis désolé là aussi, mais le fonctionnement de l'Union européenne, où la Commission exerce à la fois des compétences législatives, puisqu'elle est la seule initiatrice possible des directives. Les représentants des États n'ont pas le droit d'émettre quelque proposition que ce soit. C'est interdit. C'était d'ailleurs pas comme ça au début, hein, dans le traité de Rome. C'est avec le traité de Maastricht et les suivants que c'est arrivé. C'est-à-dire que désormais, le monopole de l'initiative des directives européennes, c'est-à-dire des lois européennes, est uniquement de l'ordre de la Commission. Or, comme par ailleurs les États sont 27 et se bouffent le nez constamment, bien entendu, ils sont incapables de se mettre d'accord sur quoi que ce soit. Donc, en fait, le véritable législateur de l'Union européenne, c'est la Commission. Mais c'est également le véritable gouvernement, puisqu'elle met en œuvre les directives qu'elle a établies. Donc nous sommes justement dans un système de confusion totale des genres, et en particulier de non-séparation des pouvoirs. Donc nous sommes sous l'empire d'une institution qui viole l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme de 1789. Alors ça, c'était le bloc de constitutionnalité. On en revient maintenant, c'était le commentaire du préambule, on en revient maintenant aux articles de notre Constitution. L'article 1er nous dit la France est une république indivisible, laïque, démocratique et sociale. Elle assure l'égalité devant la loi de tous les citoyens, sans distinction d'origine, de race ou de religion. Elle respecte toutes les croyances. Et ce qui a été ajouté malencontreusement par les réformes successives, son organisation est décentralisée, j'y reviendrai plus ultérieurement. Et puis également ce qui a été ajouté, la loi favorise l'égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux et fonctions électives, ainsi qu'aux responsabilités professionnelles et sociales. Bon, ça, ce sont les lois qui favorisent la promotion des femmes dans les fonctions politiques. Bon, ça c'est un vrai débat, parce que, bon, je ne vais pas entrer là-dedans. L'article 1er, donc, la France est une république indivisible, laïque, démocratique et sociale. Le premier problème, c'est que, est-ce que la France est une république indivisible? On peut de plus en plus se le demander. Se le demander notamment avec l'apparition des euro-régions. Les Français n'ont rien demandé, d'ailleurs. Hein. On ne leur a jamais demandé s'ils étaient d'accord. D'ailleurs, ils ne sont pratiquement pas au courant. Mais on est en train délibérément de morceler les États-nations parce que, évidemment, qui peut tenir tête à l'Empire? Les grands États-nations qui ont 1500 ans d'histoire, pas des petites régions. J'y reviendrai d'ailleurs dans une prochaine conférence où je traiterai de ces questions qui me paraissent des questions très graves. En attendant, on voit fleurir des projets de coopération administrative qui, de façon délibérée, promus par l'Europe,
se jouent des frontières nationales pour en fait en espérant hâter la nécrose des nations. Vous avez également l'Eurorégion Alpes-Méditerranée où l'on met la région Rhône-Alpes, Provence-Alpes-Côte d'Azur avec la Ligurie, le Piémont et le Val d'Aoste en Italie. Vous avez l'Eurorégion Aquitaine-Euskadi, c'est-à-dire le Pays basque. En basque, s'il vous plaît. Vous avez également d'autres phénomènes de morcellisation, de communautarisation, pour ne pas dire de ghettoisation qui apparaissent, avec par exemple la gouvernance métropolitaine. Ça vient de sortir. Donc la gouvernance métropolitaine de la région de Lyon, avec la gouvernance métropolitaine, avec Saint-Étienne Métropole, le Pays Viennois, Porte de l'Isère, le CU, la communauté urbaine de Lyon, avec des communautés d'agglomération, la communauté d'agglomération de Villefranche-sur-Saône, avec des communautés de communes, et avec des communes toutes seules qui restent désormais les parents pauvres, puisque l'objectif poursuivi est de détruire également les communes. L'objectif poursuivi par les gens qui nous gouvernent, les vrais, pas la marionnette qui est à l'Élysée, mais les vraies personnes qui nous gouvernent, c'est de tout faire c'est un fantasme un peu puéril en fait, c'est de vouloir que tout le monde vous ressemble. Donc l'Europe doit ressembler aux États-Unis d'Amérique. Alors pour que l'Europe ressemble aux États-Unis d'Amérique, il faut découper les grands États-nations en régions ayant la taille des États-Unis d'Amérique. C'est ça qu'il s'agit. Et il faut en revanche que les communes soient rattachées pour avoir la taille des comtés américains. C'est de ça qu'il s'agit. Donc on s'attaque aux départements, on veut fusionner les communes, mais on démolit les États-nations. Alors tout ceci, bien, ça prouve que la France République indivisible, c'est un principe qui est de plus en plus attaqué par la politique délibérée de l'Union européenne visant à démembrer les États-nations susceptibles de s'opposer à l'empire euro-atlantique. La France est une république, le titre premier de la souveraineté, c'est l'article 2, précise la langue de la République est le français. D'abord, c'est le titre premier de la souveraineté. La langue de la République est le français. Je voudrais faire remarquer que c'est de plus en plus battu en brèche. Par le haut d'une part, par le bas d'autre part. Par le haut parce qu'il y a une invasion systématique de tout l'espace public par une langue étrangère qui est l'anglo-américain. La langue de la République est le français, mais il suffit de regarder, de vous promener, de regarder avec ce regard critique les devantures des magasins pour se rendre compte que désormais nous sommes sous une langue d'occupation. À Paris, par exemple, c'est le cas un peu partout, on a maintenant happy hours donc vous payez moins cher votre demi de bière entre 5 heures de l'après-midi et 7 heures, c'est happy hour, etc. C'est donc violé par le non-respect de la loi Toubon et par l'approbation tacite des dirigeants politiques et économiques. L'autre façon d'ailleurs de grignoter la langue française, c'est par le bas. J'ai montré par le haut, mais par le bas, c'est avec le développement au forceps des langues régionales, alors qu'il n'y a pratiquement aucune demande émanant de la population, en dépit de toute la promotion qui est faite en ce sens. L'article 2, l'emblème national est le drapeau tricolore bleu, blanc, rouge. Ah non, excusez-moi, je suis passé un peu vite. Oui, je disais quand je parlais d'occupation tout à l'heure, je rappelle cette citation de Michel Serres, philosophe et académicien interrogé par Michel Polaco sur France Inter en décembre 1993. Je pense qu'aujourd'hui, il y a sur les murs de Paris plus de mots anglais qu'il n'y avait de mots allemands pendant l'occupation. Et ça, c'est quand même sous la responsabilité de ceux qui veulent bien le mettre. Parce qu'il n'y a pas de troupes d'occupation aujourd'hui, je les appelle des collabos. Ceux d'entre vous qui sont allés, par exemple, au Québec, peuvent se rendre compte qu'il n'y a pas du tout le même phénomène. Il y a des pays entiers où on refuse ce genre de choses. Donc il y a une véritable collaboration, sur laquelle, d'ailleurs, il y aurait beaucoup à dire. D'ailleurs, au passage, je vous mets au défi d'aller dans un Auchan ou un Carrefour, un hypermarché, d'essayer d'acheter un sweatshirt ou un t-shirt qui ne soit pas écrit en anglo-américain.
C'est fait pour... c'est une volonté, hein. C'est subliminal. On va dire oui, c'est des effets de mode. Non, oui, bien sûr, il y a des effets de mode. Enfin, la mode, ça peut aussi... Il y a aussi des gens qui lancent les modes. L'article 2 de notre Constitution, toujours dans son deuxième alinéa, l'emblème national est le drapeau tricolore bleu, blanc, rouge. Bien, lui aussi s'est attaqué. Les présidents de la République se font désormais systématiquement prendre en photo, filmer, par l'adjonction systématique du drapeau européen, qui n'est mentionné nulle part dans notre Constitution. C'est très grave pour un chef d'État, le symbole même de la nation, de se faire représenter par le drapeau de la Sainte Vierge de l'Apocalypse. Parce que c'est de ça qu'il s'agit. En termes symboliques, vous savez, il ne faut pas vous raconter l'histoire du drapeau européen de sa naissance dans les années 53-55. C'est quand même incroyable. Vous voyez au Capitole, je voyais au Capitole, vous avez le Capitole de Toulouse, au lieu qu'il y avait... Depuis, sous toutes les républiques, il y avait le drapeau français, symbole d'unité nationale et d'unité du peuple français, c'est-à-dire qu'on soit habitant de Toulouse, de Paris, de Lille, de Strasbourg, de Brest, de Nice ou de, je sais pas moi, Palavas-les-Flots, eh bien, on était tous identiques, tous français, avec les mêmes droits et les mêmes devoirs. Eh bien, maintenant, vous avez le drapeau de la République française, le drapeau bleu, blanc, rouge, puis le drapeau européen, et puis en plus le drapeau de la région Midi-Pyrénées. Je signale au passage que si vous allez au Royaume-Uni, pays que je connais assez bien, parce que les européistes vous parlent de l'Europe, ils ne sont jamais allés dans les autres pays d'Europe, ils s'en foutent, ça ne les intéresse pas. Moi, je suis contre la construction européenne parce que j'aime les pays d'Europe, je les connais. Si vous allez au Royaume-Uni, je vous mets au défi de trouver un monument public avec le drapeau européen dessus. À bout de 3 semaines, j'ai fini par m'inquiéter. Enfin, quand même. C'est interdit. C'est interdit parce que ce serait considéré comme un drapeau de fantaisie. Article 2, alinéa 3, l'hymne national et la Marseillaise. C'est très important de vous parler de tout ça, parce que c'est des choses symboliques. C'est là-dessus qu'un peuple se reconnaît en étant un peuple. L'hymne national et la Marseillaise, je ne vous apprendrai pas que c'est devenu un sujet quasiment tabou. La Marseillaise est au mieux ridiculisée et au pire diabolisée. On vous explique que c'est un hymne raciste, belliciste. Alors, s'agissant du côté belliqueux, c'est vrai, mais je vous invite à aller regarder les hymnes nationaux de la quasi-totalité des États du monde, à commencer par les États-Unis d'Amérique, où l'hymne national fait référence au combat entre les États-Unis et l'Angleterre. Mais par ailleurs, c'est le cas de très nombreux autres hymnes nationaux. Diabolisé, je ferai ici référence à ce passage de ma conférence sur l'histoire de France, et que j'aime bien rappeler. Rappeler comment est née la Marseillaise pour l'hymne de chant de l'armée du Rhin. Il s'agit du peuple en armes qui se lève pour aller défendre la République face à qui? Face aux Européens, déjà, c'est-à-dire aux nobles émigrés, nobles français qui ont fui la République pour faire alliance avec les autres peuples d'Europe, du moins les cours d'Europe, pour aller mater la République française. C'est pas nouveau que les élites de la France trahissent leur propre pays et veuillent faire alliance avec les autres puissances européennes pour mater les Français. Ça a toujours été le cas. C'est déjà, le dimanche de Bouvines, Philippe Auguste, justement, se bat contre plusieurs féodaux qui, justement, ont fait alliance avec les puissances d'Europe. On est au XIIIe siècle. Charles VI, lorsqu'il signe le traité de Troyes de 1420, considère que la France ne vaut plus un clou. Il est à moitié zinzin, mais il est sous l'influence d'Isabeau de Bavière, sa femme, et donc il donne la France ensuite à l'héritage, ça sera au roi d'Angleterre. Alors c'est pareil, les nobles, vous savez que le futur Charles X, le comte d'Artois, fuit la France dès le 15 ou le 16 juillet 1789. C'est le début, le flot de l'émigration qui va aller où? En Allemagne, en Angleterre, ou un peu dans les pays alentours, mais particulièrement en Allemagne, pour ameuter les cours en Allemagne des différents souverains allemands pour faire
une alliance pour aller mater la République. Alors c'est justement à ce moment-là que va apparaître la Marseillaise, puisque c'est le chant pour l'armée du Rhin de volontaires marseillais qui montent vers Strasbourg pour aller défendre les armées de la République. Alors examinons les couplets de la Marseillaise. Le premier couplet: Allons enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé. Contre nous de la tyrannie, l'étendard sanglant est levé. Entendez-vous dans les campagnes mugir ces féroces soldats, ils viennent jusque dans vos bras, égorger vos fils et vos compagnes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la tyrannie, c'est-à-dire les émigrés qui ont fait alliance avec les puissances d'Europe, avec Bouillet notamment, qui est l'un des aristocrates, un proche de la cour française, qui essaye de faire une contre-révolution. Donc de la tyrannie européenne, ou des opposants en tout cas à la République, l'étendard sanglant est levé, c'est l'étendard des tyrans. Et si leur étendard est sanglant, c'est parce que il est sanglant de notre sang à nous. D'ailleurs, les féroces soldats, ce sont les soldats de la tyrannie, des nobles émigrés, et d'ailleurs aussi des forces européennes, et c'est eux qui viennent jusque dans vos bras égorger vos fils et vos compagnes, à vous, le peuple français. Ceux qui font donc couler le sang, ce sont justement les forces réactionnaires et anti-républicaines. Le couplet de « Que veut cette horde d'esclaves, de traîtres, de rois conjurés, pour qui ces ignobles entraves, ces fers dès longtemps préparés, français, pour nous, à quel outrage, quel transport il doit exciter, c'est nous qu'on ose méditer de rendre à l'antique esclavage. » Excusez-moi, mais on peut faire une transposition presque terme à terme avec notre époque. On pourrait dire aujourd'hui, les 11 enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé, contre nous, de la tyrannie européenne, l'euro sanglant est levé. Mais oui, l'euro est en train de répandre l'appauvrissement et la misère partout. Entendez-vous, dans les campagnes, fermer les usines les unes après les autres, ou plus exactement, mugir les ordres venus de la Commission européenne? Ils viennent jusque dans vos bras licencier vos fils et vos compagnes. Que veut cette horde d'esclaves, de traîtres, de présidents de la République conjurés? Pour qui ces ignobles entraves, ces ignobles directives, ces fers dès longtemps préparés, français pour nous, à quel outrage, quel transport il doit exciter, quelle fureur il doit exciter? C'est nous qu'on ose méditer de rendre à l'antique esclavage, il n'y a rien à changer. Le chapitre 3, le couplet 3, quoi des cohortes étrangères ferait la loi dans nos foyers? Quoi, ces phalanges mercenaires terrasseraient nos fiers guerriers? Grand Dieu, par des mains enchaînées, nos fronts sous les joues, le joug se ploierait, de vils despotes deviendraient les maîtres de nos destinées. Eh bien, vous changez trois mots. Quoi, des commissaires européens feraient la loi dans nos foyers? Quoi, ces marchés financiers terrasseraient nos fiers ouvriers? Grand Dieu, par des mains enchaînées, nos fronts sous le joug se ploieraient, de vils financiers deviendraient les maîtres de nos destinées. C'est ça. Alors, c'est là-dedans que s'inscrit ce fameux refrain qui fait tant jaser, qu'un sang impur abreuve nos sillons. Il faut comprendre ce que ça veut dire. Je fais un petit rappel historique. Au XVIIIe siècle, il y avait les aristocrates qui portaient des culottes et des bas de soie. Les bas de soie, c'était un peu des espèces de longues chaussettes qui montaient jusqu'aux genoux. On le voit ici sur Louis XVI et ici sur un noble, un aristocrate de l'époque. Et au-dessus, ils avaient une culotte qui était en soie, comme Louis XVI sur cette photo, sur ce tableau, ou ici en velours, avec des brocards, qui était un peu ce qu'on appellerait un bermuda. Le peuple, lui, n'avait évidemment pas les moyens ni de se payer un bermuda en velours avec des brocards, ni de se payer
des bas de soie, ni non plus des brodequins. Donc, le peuple, lui, portait ce que l'on appelait des chausses, c'est-à-dire l'équivalent de nos pantalons ou de nos blue jeans. Vous savez d'ailleurs que blue jeans, c'est un mot qui vient du français. Ça vient de Nîmes, plus exactement. Le de Nîmes, c'est de la ville de Nîmes. Bon, enfin, je ferme la parenthèse. Donc, le peuple, lui, portait des pantalons, des chausses, comme on disait à l'époque. Et comme il ne portait pas, il n'était pas aristocrate, eh bien, il a fièrement décidé de se rebaptiser lui-même le sans-culotte. Alors, sans-culotte, ça ne veut pas dire qu'il était tout nu. Ça ne veut pas dire que les dames avaient oublié leurs petites culottes à la maison. Ça veut dire qu'il était habillé comme ça. Et donc, il avait transmuté ce qui était un objet de dérision pour l'aristocratie en une fierté. Le peuple des sans-culottes, c'est celui qui, justement, ne porte pas de bas de soie. On a exactement le même phénomène à notre époque, d'ailleurs, avec les sans-papiers. On reproche aux immigrés clandestins de ne pas avoir de papier, donc il y a eu un mouvement qui, fièrement, presque avec bravade, de façon bravache, avec provocation, a dit ben oui, nous sommes des sans-papiers. C'est le côté cocorico. C'est pareil d'ailleurs pour le coq gaulois. Le coq gaulois, c'était un objet de dérision, puis les Français s'en sont emparés en disant oui, effectivement, notre symbole, c'est le coq. C'est le côté un peu bravache et provocateur des Français. Alors, de la même façon, la famille royale était réputée avoir le sang bleu, et les nobles avaient le teint plus pâle que le reste de la population, parce qu'ils étaient censés avoir le sang plus pur que les roturiers. Si vous lisez des ouvrages, d'ailleurs, du XVIIIe ou du XIXe siècle, notamment des ouvrages de voyage, vous voyez à quel point les écrivains, enfin tout le monde, pense être blanc comme un linge, c'était un grand symbole de pureté du sang, de beauté, etc., d'aristocratie, alors que le peuple, lui, qui était dans les campagnes, puisqu'il y avait 90% des gens qui étaient aux champs et qui faisait les récoltes, eh bien lui, il était bronzé, il était hâlé. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il y avait des ombrelles, que les dames de qualité se protégeaient des rayons du soleil. Donc, de la même façon que le sang pur, c'était celui des aristocrates, et le sang bleu, c'était celui de la famille royale, les Français s'étaient qualifiés de sang impur. De la même façon qu'ils étaient des sans-culottes, de la même façon qu'il y a actuellement des sans-papiers. En d'autres termes, qu'un sang impur abreuve nos sillons signifie exactement le peuple français est prêt à nourrir de son propre sang la terre de France pour défendre sa liberté et la République. D'ailleurs, on l'a vu. L'étendard de nos adversaires, il est sanglant de notre propre sang. Nos adversaires viennent égorger nos fils et nos compagnes. Ceci est confirmé par le 4e couplet, d'ailleurs. « Tout est soldat pour vous combattre. S'ils tombent, nos jeunes héros, la terre en produit de nouveau. » Comme s'ils sortaient de la terre nourricière. C'est ça que ça veut dire. Qu'un sang impur abreuve nos sillons, c'est-à-dire, ben oui, nous, le peuple, nous avons le sang impur, on va abreuver les sillons qui vont mener à la Révolution et au triomphe de la Révolution. Le sang impur de la Marseillaise désigne donc le sang du peuple français prêt à mourir contre la noblesse européenne, coalisée avec les immigrés qui ont fui à Coblence. Cette formule n'a strictement rien à voir avec une théorie xénophobe ou raciale. Je signale au passage que l'essai sur l'inégalité des races humaines du comte Arthur de Gobineau, qui est un peu le lancement des théories racistes, date de 1853, c'est postérieur de 64 ans. Or, je m'étonne que personne en France, à part moi semble-t-il, ne corrige ces gens qui, de façon, avec une litanie constante, viennent essayer de nous faire croire que la Marseillaise, nous devrions avoir honte de ce chant. Je poursuis sur l'article 2, toujours. La devise de la République est liberté, égalité, fraternité. Je dirais de façon un peu comique, mais triste également, que ceci a été complètement dénaturé par les politiques décidées par la Commission européenne. L'article 32, 39, 63, 121, 123, 125, 282, etc. du TFUE. Je vous renvoie à ma conférence sur les 10 raisons de sortir de l'Union européenne. Je dirais simplement que le 32 et 39 concernent l'agriculture. Le 63 concerne, vous savez, l'interdiction d'interdire les délocalisations, d'interdire les mouvements de capitaux. Le 121, ce sont les grandes orientations de politique économique dont je parlais tout à l'heure. Le 123
concerne le monopole donné à la Banque centrale européenne, n'est-ce pas, l'interdiction qu'elle a de financer les déficits publics, c'est l'équivalent de notre loi Pompidou. Le 125 interdit, c'est la clause de no bail-out qui a été bafouée, qui interdisait normalement la sauvegarde des autres pays d'Europe. La 282, l'article 282, c'est celui qui donne une totale indépendance à la Banque centrale européenne qui ne doit rendre de compte à personne. Tout ceci, en fait, piétine les principes de liberté, d'égalité et de fraternité pour faire prévaloir un monde d'ultralibéralisme qui mène exactement au contraire de la liberté, de l'égalité et de fraternité, qui mène exactement à austérité, précarité, compétitivité. Et puis le dernier chapitre, le dernier alinéa de l'article 2, son principe, le principe de la République française est gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple. Bon ben, je rappelle, j'en ai déjà parlé, mais je reviendrai tout le temps, autant de fois qu'il le faudra, le référendum sur le traité, sur la Constitution européenne, 54,87% de non, 45,13% de oui, avec ici des Français qui avaient voté non et qui exultent, et qui ont été en fait trahis. Ça veut donc dire que le principe gouvernement du peuple par le peuple et pour le peuple, eh bien, n'existe plus. Ceci n'existe plus, ceci a été violé. Les suites données au référendum du 29 mai 2005 avec l'adoption du traité de Lisbonne. L'article 3 de notre Constitution dit que la souveraineté nationale appartient au peuple, qu'il l'exerce par ses représentants et par la voie du référendum. Je viens d'en parler. On voit que ça a été violé. Aucune section du peuple ni aucun individu ne peut s'en attribuer l'exercice. C'est la reprise de ce que je vous montrais tout à l'heure de la Déclaration des droits de l'homme, qui non seulement figure dans le bloc de constitutionnalité, mais a été introduit dans l'article 3 de notre Constitution. Et puis, plus loin, sont électeurs dans les conditions déterminées par la loi tous les nationaux français majeurs des deux sexes jouissant de leurs droits civils et politiques. Ceci est violé par la Constitution elle-même, puisqu'elle est complètement baroque, cette Constitution, puisqu'il y a eu des ajouts progressifs. Nous n'avons plus qu'une défiguration de la Constitution de 1958, notamment l'article 88 alinéa 3 qui a été ajouté bien après et qui accorde le droit de vote aux étrangers communautaires, comme on dit, pour les élections européennes ou pour les élections municipales. L'article 4, les partis et groupements politiques en France concourent à l'expression du suffrage. Ils se forment et exercent leurs activités librement. Alors ouvrez grand vos oreilles et vos yeux. Ils doivent respecter les principes de la souveraineté nationale et de la démocratie. Je suis désolé, mais l'article 4 de la Constitution française actuellement en vigueur précise que les partis politiques français doivent, c'est pas une possibilité, doivent, c'est une obligation, la plus haute obligation juridique dans notre ordre juridique, puisque ça figure au sommet de notre ordre juridique, la Constitution de la République. Les partis doivent respecter les principes de la souveraineté nationale et de la démocratie. Eh bien, je suis désolé de le dire, mais tous les partis politiques qui ont approuvé les traités européens, qui ont appelé à voter oui, l'UMP, le MODEM, EELV, le Parti socialiste, sont des partis qui sont anticonstitutionnels. Ils violent l'article 4 de notre Constitution. Alors, je suis désolé, mais il faut que les mots aient du sens. Il faut que les mots aient du sens. Normalement, dans une république qui tiendrait la route, d'abord, il faudrait qu'il y ait une capacité de saisine par les citoyens du Conseil constitutionnel, ce que d'ailleurs je propose, que nous proposons, on en parlera à la fin, que par ailleurs le Conseil constitutionnel ne soit pas composé de copains du président de la République, président de l'Assemblée nationale, président du Sénat, mais de véritables magistrats qui jugent en droit et non pas en opportunité politique, comme c'est le cas, et comme c'est à peu près le cas, pas tout à fait, mais à peu près le cas au tribunal constitutionnel de la République fédérale d'Allemagne à Karlsruhe. Et normalement, il pourrait y avoir un collectif de citoyens qui saisissent le Conseil constitutionnel et qui demandent au Conseil constitutionnel de trancher cette question. Est-ce que des partis politiques qui
propose, qui approuve le traité de Lisbonne, qui d'une part piétine le référendum des Français du 29 mai 2005 et qui par ailleurs propose la création d'une entité politique qui ne cesse que de vider de sens la souveraineté nationale, est-ce que c'est conforme à l'article 4 de notre Constitution? La réponse est non. Et puis on lit toujours plus bas dans l'article 4, la loi garantit les expressions pluralistes des opinions et la participation équitable des partis et groupements politiques à la vie démocratique de la nation. Alors là aussi, je suis désolé, mais c'est violé. Ah oui, excusez-moi, j'ai oublié de parler aussi de la démocratie, les principes de la démocratie. C'est violé par les partis qui font pression sur les maires au moment des 500 parrainages à l'élection présidentielle. Des partis comme l'UMP ou le Parti socialiste qui ont donné instruction à tous leurs élus, à travers toute la France, de refuser quelque parrainage que ce soit à un candidat qui ne soit pas de l'UMP ou du PS, et puis ça leur permet éventuellement d'ouvrir les vannes en tant que de besoin pour en donner à M. Dupont-Aignan, à Mme Le Pen, à M. Mélenchon, au cas où. Nous, on en a eu 17, parrainages. On est allé chercher avec les dents, là. On a les instructions qui sont données par ces partis violent les principes de démocratie. Ils agissent en fonction de leur mainmise sur la société française. Ils interdisent justement que, excusez-moi, mais que je serais mis en rayon. C'est exactement pour ceux qui travaillent dans la distribution, vous savez, quand vous avez quelqu'un qui va voir le chef de l'hypermarché du coin en disant ce concurrent-là, vous ne le mettez pas en rayon. Vous mettez mes produits en tête de gondole, mais celui-là, vous ne le référencez pas. Voilà. Donc, le dernier alinéa de l'article 4, la loi garantit les expressions pluralistes des opinions et la participation équitable des partis et groupements politiques à la vie démocratique de la nation. C'est violé effrontément par le système électoral et médiatique. La loi garantit les expressions pluralistes et la participation équitable des partis et groupements politiques. Je rappelle ce que je montrais, je crois hier, je n'en suis plus tout à fait certain parce que je fais beaucoup de conférences en ce moment, mais en tout cas il y en a parmi vous qui n'ont peut-être jamais vu ce graphique, je me permets de le rappeler. Il s'agit du calcul effectué par le Conseil supérieur de l'audiovisuel, par le CSA, qui a été publié par le journal Le Monde le 13 février 2012 sur les passages médias à la télévision des candidats déclarés à la présidence de la République. Des candidats déclarés ou présumés, puisqu'à l'époque, Nicolas Sarkozy n'avait pas fait acte de candidature officiellement. Il s'agit de leur temps de passage au cours du mois de janvier 2012, il y a un an. Alors pourquoi le mois de janvier? Parce que, c'est la statistique dont je dispose, il faudrait que je prenne d'autres statistiques, mais c'est très important le mois de janvier, février, parce que c'est le moment où les spécialistes considèrent que se cristallise l'opinion publique jusqu'à la fin de l'année N-1, sachant que l'année N, c'est l'année où il y a l'élection présidentielle, les Français ne se mobilisent pas trop. Et puis à partir du 2-3 janvier, ils se disent « Tiens, mais au fait, je vais voter pour qui ?» C'est dans quelques mois, donc là, les gens commencent à s'y intéresser. Et en plus, c'est le moment où bat son plein la recherche des 500 parrainages. Alors il est très intéressant de voir ce qu'a donné cette couverture média dans les chaînes de télévision françaises, c'est-à-dire TF1, France 2, France 3, Canal+, Arte, M6, iTélé, BFM Télé, France 24, et j'en oublie peut-être une. Alors ça donnait quoi? Eh bien, M. Hollande, au cours de ce mois de janvier, est passé 3626 minutes en cumulé sur ces chaînes de télévision. Ce qui fait, ici j'ai mis en heures, ça fait 62 heures à peu près, en cumulé. Monsieur Sarkozy, président de la République en exercice, est passé 3450 minutes, c'est-à-dire un petit peu moins de 58 heures. Il y a déjà une curiosité, c'est que le président de la République en exercice, dont on pensait a priori qu'il avait tout pouvoir sur les médias, est quand même passé 4 heures de moins que M. Hollande. En d'autres termes, si l'oligarchie euro-atlantiste, qui en fait tient les ficelles de tout ce dispositif média, avait décidé à l'avance de faire élire Hollande plutôt que Sarkozy pour donner
au peuple ce qu'il veut, c'est-à-dire le changement c'est maintenant, il n'aurait pas agi autrement. Le numéro 3, c'était M. Bayrou, qui est passé 913 minutes, c'est-à-dire, comme vous le voyez, à peu près 15 heures. Il y a quelque chose quand même qui se sidère. Et qui a donc décidé qu'il y avait deux candidats qui avaient le droit de passer 58 et 62 heures, et le troisième n'a plus droit qu'à 15 heures? Où est l'égalité? Est-ce qu'il est inscrit dans la Constitution que nous examinons ensemble que seul le candidat présenté par l'UMP et le Parti socialiste ont vocation à devenir président de la République, et de ce fait doivent donc bénéficier d'un avantage considérable dans les médias? Ça n'existe pas. C'est fondé sur le fait que ce sont les deux candidats qui vont gagner. C'est exactement comme si aux Jeux Olympiques on prenait, je ne sais pas moi, les meilleurs coureurs américains ou jamaïcains du 400 mètres, on prend les deux premiers, et pour le 400 mètres, on leur donne un avantage sur les autres et non pas un handicap, on leur donne un avantage de 250 mètres. Et après on va nous dire, ben les Français ont choisi librement. Numéro 4, Madame Le Pen, 722 minutes, 12 heures. Ce qui est à la fois beaucoup moins que les autres, mais ce qui n'est quand même pas mal pour quelqu'un qui se plaint d'être, paraît-il, l'ennemi du système. Ah, elle ne se plaint pas, elle se gargarise. Le Front National se gargarise d'être le seul vrai opposant. Il est passé quand même 12 heures. Et puis après ça, vous avez M. Mélenchon, 568 minutes. Un peu moins de 10 heures. Pourquoi M. Mélenchon est-il passé moins de 10 heures quand Mme Le Pen avait droit à 12 heures? Les gens qui tirent les ficelles, qui se seraient dit qu'il valait peut-être mieux faire monter un peu Mme Le Pen pour faire abaisser un peu Sarkozy et ne pas trop donner de temps de parole à Mélenchon pour bien pousser Hollande, s'ils avaient voulu faire ça, ils n'auraient pas agi autrement. Et puis après ça, vous aviez Madame Joly, 484 minutes, c'est-à-dire 8 heures. Et puis après ça, vous aviez Monsieur Morin, dont tout le monde a à peu près oublié l'existence, ce qui n'est pas grave. Il fut ministre de la Défense nationale. Il a laissé d'ailleurs un souvenir épouvantable. Monsieur Morin, c'est le type qui a créé le nouveau centre. Bon. Nouveau que simplement une nouvelle ambition d'un incapable qui donc veut être calife à la place du calife. Alors il avait annoncé qu'il serait candidat, finalement il ne l'a pas été, il a quand même eu droit, ce monsieur, à 202 minutes, c'est-à-dire quand même presque, oui, même plus, ça fait 3 heures et 20 minutes. Et puis en numéro X, vous avez monsieur de Villepin, 186 minutes. Je ne suis pas là pour défendre monsieur de Villepin, auquel j'ai beaucoup de choses à reprocher, notamment, j'ai des choses à le féliciter, c'est notamment son discours à l'ONU contre la guerre en Irak en 2003, ça c'était très très bien, je lui ai d'ailleurs personnellement écrit pour le féliciter, il avait eu la gentillesse de me répondre un mot gentil, mais en revanche, il a été ensuite le ministre des Affaires étrangères et qui a signé la Constitution européenne, faut pas l'oublier. En attendant, M. de Villepin était quand même, globalement, sans doute le plus gaulliste, si tant est qu'on puisse appeler ça gaulliste, des candidats en présence. C'était surtout le seul ancien Premier ministre se présentant à la présidence de la République. Il a eu droit à 3 heures. J'aimerais que l'on m'explique qui décide qu'un ancien Premier ministre, et il n'était pas un vieillard cacochime, il était Premier ministre, il avait été Premier ministre jusqu'en 2007. Comment un ancien Premier ministre, encore jeune, a droit à seulement 186 minutes, c'est-à-dire 3 heures, quand Mme Le Pen, prétendument boycottée par les médias, a droit à 12 heures. Probablement que M. de Villepin inquiétait davantage le système que Mme Le Pen. Après, vous avez les petits candidats, M. Dupont-Aignan, 114 minutes, ça fait quand même 2 heures, c'est quand même pas mal, par rapport à d'autres. Madame Arthaud, de Lutte ouvrière, 107 minutes, ça fait quand même plus d'1 heure et demie. Madame Boutin, 101 minutes. Est-ce que vous savez quel est le parti politique de Madame Boutin? Bon.
Non, c'est le PCD, le Parti chrétien-démocrate. Elle annonce 9500 adhérents sur Wikipédia, puisqu'elle a droit, elle, à une page Wikipédia française. Vous savez que nous sommes interdits de page Wikipédia français. Ça veut dire que je n'existe pas et vous non plus. D'ailleurs, cette réunion n'a pas d'existence. Mais Madame Boutin, elle a droit à une page où on explique qu'elle a 9500 adhérents. Je pense, sans être trop méchant, qu'on peut retirer 2 zéros. Elle doit avoir à peu près une centaine d'adhérents. Après ça, vous avez Madame Lepage. Madame Lepage, connaissez-vous le parti politique de Madame Lepage? CAP 21. Vous savez ce que ça veut dire, CAP 21? Ça veut dire que son objectif est d'avoir 21 adhérents. Eh bien, Madame Lepage a quand même eu droit à 92 minutes. Et puis vous aviez Monsieur Poutou, du NPA, le successeur de Monsieur Besancenot, qui n'avait pas tout à fait la même prestance, et qui avait eu droit à 36 minutes. Et puis vous avez eu droit à Monsieur Nious, de Chasse, Pêche, Nature et Tradition, 9 minutes. Et puis vous avez eu droit, ou plus exactement, vous n'avez pas eu droit, à Asselineau, qui lui a eu droit exactement à 0 heure, 0 minute et 0 seconde. Alors même que j'avais présenté mon programme présidentiel le 3 décembre précédent, qu'il continue d'ailleurs à être consulté. Actuellement, on en est à plus de 70 000 visionnages. Ça continue, pas évidemment. Ce programme étant très bien, tout à fait d'actualité, les gens qui le découvrent se disent « Tiens, mince, comment se fait-il que ce type, on ne l'a jamais vu ?» Nous avions invité collectivement des dizaines, plus de 100 journalistes à venir. Évidemment, aucun n'est venu. Voilà comment ça marche. Donc, c'est pour tout ceci, c'était sous le chapitre de l'article de la Constitution française qui dit que tout le monde a un accès égal à peu près aux médias. Le titre 2 de notre Constitution sur le président de la République. L'article 5. Le président de la République veille au respect de la Constitution. Celle-là. Je suis désolé, si le président de la République veille au respect de la Constitution, il faut aller inculper, mettre en examen M. Sarkozy, surtout que maintenant il n'a plus d'immunité, et puis on attend au tournant M. Hollande. Parce que justement, il ne veille pas au respect de la Constitution, et au contraire, il la sabote. Il assure par son arbitrage le fonctionnement régulier des pouvoirs publics ainsi que la continuité de l'État, notamment des services publics. Il est le garant de l'indépendance nationale. Quand on parle d'indépendance nationale, on se fait regarder comme si on avait lâché une flatulence, alors que c'est quand même l'alinéa 2 de l'article 5. De l'intégrité du territoire et du respect des traités. Ça a été écrit en 1958. C'est quand même un texte assez génial quand vous y réfléchissez. Parce que ce texte a bien montré quels étaient les problèmes qui risquaient d'arriver. Et d'ailleurs, ils sont arrivés. Et donc, nous vivons sous l'empire d'une Constitution, vous allez voir toute la suite est du même acabit, où toute notre Constitution a été vidée de sens. Mais le sens des mots, il est bel et bien là. Le président de la République doit être le garant de l'indépendance nationale, de l'intégrité du territoire, c'est-à-dire justement refuser le démembrement qui avance à grands pas. Vous voyez ce qui se passe en ce moment en Espagne, au Royaume-Uni, ou en Belgique. Le démembrement à grands pas donc c'était il veillait à l'intégrité du territoire et le respect des traités. Alors, tout ceci a été violé dans son esprit par plusieurs présidents de la République, mais sans doute parmi les champions en l'espèce, par Nicolas Sarkozy avec le traité de Lisbonne. Ça a été violé, la continuité de l'État s'est violée dans son esprit par le démantèlement et la privatisation continuelle des services publics exigés par la Commission européenne. Le garant de l'indépendance nationale, cette fonction a été violée par tous les présidents de la République à partir de Valéry Giscard d'Estaing. Valéry Giscard d'Estaing qui a été celui qui, notamment, a lancé le principe de l'élection au suffrage universel du Parlement européen, donc d'en faire une espèce de basculer vers le principe d'une Europe fédérale. L'article 6 sur le président de la République, le président de la République est élu pour 5 ans au suffrage universel direct. Je rappelle que dans la version antérieure, il était élu pour 7 ans.
conformément d'ailleurs à ce qu'avaient été toutes les républiques précédentes. L'amendement Wallon, justement, ou Vallon, qui a créé la Troisième République. Vous savez que la Troisième République a été créée de façon subreptice. Il n'y a jamais eu une grande constitution. Il y a eu des lois constitutionnelles qui sont venues après. Mais vous savez qu'à l'époque, il y avait une majorité de parlementaires qui étaient monarchistes. Et comme on n'arrivait pas à se mettre d'accord et que le comte de Chambord, le futur Henri V, avait refusé le drapeau bleu-blanc-rouge, on était dans une expectative. Et donc il y a un député comme ça, Wallon, qui a dit tiens, on pourrait créer une fonction de président de la République pour 7 ans, et c'est comme ça qu'on a créé la Troisième République. C'est quand même assez extraordinaire. Eh bien donc, depuis, on avait le septennat. Alors, la réforme du quinquennat a dénaturé la République. Cette réforme a été décidée par Jacques Chirac, approuvée par les Français par le référendum du 24 septembre 2000, il y a 13 ans, avec 73% de oui. Donc un oui très massif des Français, parce qu'on leur a dit c'est formidable, vous allez pouvoir virer les chefs d'État plus facilement, vous allez pouvoir choisir plus facilement. Alors, évidemment, les gens vont dire c'est très bien. Ce que l'on n'a pas dit aux Français, au passage, c'est ce qu'était la logique profonde de la Ve République. Là, je me répète par rapport à cette planche que j'ai déjà montrée hier pour ceux qui y étaient, mais je me permets d'insister, et notamment pour ceux qui n'y étaient pas. La Ve République avait très intelligemment prévu de distinguer l'action stratégique et l'action tactique. La réflexion et l'action stratégique étaient dévolues au président de la République. Il bénéficiait d'un long mandat de 7 ans qui lui permettait d'échapper aux contingences de l'action quotidienne, de se consacrer à l'analyse économique et géopolitique, voir toutes les menaces qui pouvaient peser sur le devenir de notre nation, et être, comme disait le général de Gaulle, le père de la Ve République, le garant de l'essentiel. Garant, que la France continuera d'exister, que nos arrière-arrière-petits-enfants hériteront du même patrimoine que nous avons hérité, nous, des 40 générations qui nous ont précédés. 2, que nous, globalement, que nous préserverions, voire accroîtrions notre niveau de vie, notre richesse, notre rayonnement, le prestige de notre langue, de notre culture, etc. Or, ceci, pour exercer ces fonctions, ce sont des fonctions qui ont besoin de calme, de solitude, de réflexion, de ne pas être en permanence dérangé par un coup de fil, par une manifestation, ou par un je sais pas quoi, le lait sur le feu qui déborde ici ou là. Et donc, la réflexion et l'action tactique étaient dévolues à un second, au Premier ministre, qui lui était non pas chef de l'État, mais chef du gouvernement, qui lui avait un mandat variable, qui pouvait être renversé par le Parlement, enfin par une majorité à l'Assemblée nationale, c'est arrivé une fois d'ailleurs dans notre République. Et l'historique de la Ve République a montré que le mandat des premiers ministres est allé le moins long, ça a été celui de Madame Cresson, qui a duré 10 mois et 6 jours, je crois, qui avait été nommé par M. Mitterrand, puis il s'en est mordu les doigts une demi-heure après l'avoir nommé. Et le plus long, ça a été 6 ans, c'est pour Georges Pompidou. En gros, en moyenne, c'était 2-3 ans. Donc le Premier ministre, lui, devait, selon l'article 20 de la Constitution dont je parlerai tout à l'heure, il devait conduire l'action du gouvernement au quotidien. Donc lorsqu'il y avait le feu au lac à tel ou tel endroit, lorsqu'il fallait prendre des mesures conjoncturelles, lorsqu'il fallait parler du fisc, il fallait parler, je ne sais pas moi, de la fermeture de Fessenheim ou de tel ou tel aéroport de Notre-Dame-des-Landes, tout ça c'était le boulot du Premier ministre. Alors on a dit oui, c'est le Premier ministre qui sert de fusil. Ben oui, c'était pas mal. C'était pas mal d'avoir quelqu'un qui était là pour endosser l'inévitable impopularité d'un chef de gouvernement qui est confronté à un peuple, en plus de ça, particulièrement, caustique et critique, et essayer de naviguer au milieu des écueils pendant qu'il y avait quelqu'un qui était au-dessus, qui, lui, était protégé, justement, et pouvait penser à ce qu'était la stratégie de la France. Le passage au quinquennat a saboté tout ce dispositif, a saboté le pouvoir du chef de l'État de s'opposer, parce que c'est là le fond du problème. Ça a permis de saboter le pouvoir du chef